bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de Accès Canada. Alors je commence par me présenter, mon nom est Alain Guerrero, je suis le président de la firme Accès Canada. Donc nous sommes une firme familiale, nous sommes spécialisés en immigration francophone pour le Canada depuis maintenant 18 ans, depuis 1995 exactement. Nous avons le bureau à Dakar de l'autre côté de la rue, comme vous le savez, place de l'Indépendance. Et ça fait 11 ans que nous sommes à Dakar. Donc, nous avons une bonne expérience du marché local au niveau des procédures, des documents, etc. Et nous avons souvent la politique de faire des conférences pour informer les gens. En immigration, il y a beaucoup d'informations plus ou moins vraies qui circulent. Donc ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est les critères et les conditions qui sont en vigueur maintenant. Ça, c'est très important. Souvent en immigration, je dis qu'il faut souvent actualiser l'information. Si vous avez des amis ou des parents qui ont immigré il y a 5 ans, par exemple, ou il y a 3 ans, ou même il y a seulement 1 an, les conditions il y a 1 an étaient différentes de celles qui sont en vigueur aujourd'hui. Donc souvent, il y a beaucoup d'informations qui sont récurrentes, mais qui ne sont plus pertinentes en termes de sélection aujourd'hui. D'accord? Donc moi, c'est Alain Guerrero. Je vais vous présenter aussi le reste de mon équipe qui est là aujourd'hui. Mon premier, c'est Mariam Koulibaly, qui est la responsable du bureau de Dakar. Donc elle est directement en contact avec Montréal pour la gestion du bureau local. Et elle travaille avec nous maintenant depuis l'ouverture du bureau de Dakar, donc depuis 11 ans. À côté, c'est Marie-Odile Colli, qui travaille avec nous au niveau, donc elle travaille depuis quelques années aussi, elle est spécialisée au niveau de l'étape fédérale, la dernière partie. À côté, c'est Absatoun Diaye, qui s'occupe de vérifier vos documents avant que ce soit envoyé au centre de traitement. Donc elle est spécialisée dans les documents par rapport aux exigences locales, de façon à ce que quand ça arrive à notre bureau, au niveau du traitement, le dossier est complet avant de quitter Dakar, pour pas qu'après on vous dise il faut changer ce document, ou bien il manque telle ou telle chose. Il y a quelqu'un qui vérifie, qui est spécialisé pour ça. Et puis il y a Annie Touré à l'extrémité de la table, qui est une conseillère, donc c'est la personne habituellement qui répond aux clients qui viennent pour la première information sur place, et donc pour l'explication de nos services. Alors c'est une belle équipe qu'on a là. On a aussi plusieurs anciens employés qui sont installés au Canada, donc ça fait plaisir de... C'est un des bureaux, le bureau de Dakar, d'où il y a eu le plus d'anciens d'employés qui ont fait la procédure et qui sont maintenant au Canada. Et ça fait plaisir de voir ça. Donc les personnes qui sont là ont toutes remplacé, ou presque, les personnes qui sont déjà sur place là-bas. Alors, après le mot de bienvenue, donc la politique canadienne d'immigration, comme je disais tout à l'heure à des journalistes qui sont venus, la politique d'immigration au niveau du Canada et du Québec n'a pas vraiment changé. Nous, on pratique maintenant l'immigration depuis 18 ans. Et depuis 18 ans, c'est à peu près les mêmes... on ne parle pas de quotas au Canada, mais on parle d'objectifs. C'est toujours entre 250 et 300 000 personnes pour le Canada. Et au niveau du Québec, le Québec est une province qui a le droit de choisir ses immigrants, en vertu de certains accords avec le gouvernement du Canada. C'est toujours entre 45 et 50 000. Donc depuis 18 ans que nous pratiquons, c'est à peu près toujours la même chose. Il n'y a pas eu de baisse, ni de hausse substantielle, mais il n'y a pas eu de baisse des objectifs suite aux différentes crises qu'il y a eu durant les dernières années. Le Canada n'a pas réduit son immigration. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et même pour le futur, le Canada considère toujours que les immigrants, c'est une richesse, et que les accueillir maintenant, même si la situation économique n'est pas au beau fixe, c'est investir dans le futur du pays pour avoir la croissance, justement par ces personnes qui viennent s'établir. Il y a aussi un impératif au niveau de on va dire de la pyramide démographique. Le Canada ne fait pas, les Canadiennes ne font pas assez d'enfants pour renouveler la population, donc la population est vieillissante, et l'immigration, c'est la seule source qui peut permettre de compenser les emplois qu'il va y avoir à pourvoir avec les départs à la retraite. Bon, les informations sur le Canada, le point 3, les informations que je peux vous donner, c'est grosso modo que c'est une fédération divisée en provinces. Le Québec, c'est une des provinces. C'est la province dont les francophones ont probablement le plus entendu parler. Vous avez 80% un peu plus de 80% de la population au Québec qui parle français, mais vous avez des francophones dans toutes les régions du Canada. D'accord? Le Québec, c'est ce que, disons, avec TV5 et tout ça, c'est probablement la province la plus connue des francophones, mais il faut savoir qu'il y a des francophones dans beaucoup de régions, et que dans ces régions, il y a aussi des
des communautés qui sont plus petites, mais qui sont aussi très dynamiques et qui recherchent des immigrants. Parce que ces petites communautés ont un risque qui est lié à l'assimilation. S'ils n'ont pas des immigrants francophones qui arrivent de l'extérieur, vu que tout le bassin qui les entoure est anglophone, avec le temps, le français se perd. Donc pour eux, les francophones, c'est une richesse. Donc il faut bien garder ça en mémoire, que le Québec n'est pas la seule option au niveau de l'installation, et le Québec n'est pas non plus la province actuellement qui est la plus dynamique au niveau économique. Vous avez des régions comme la Saskatchewan, le Manitoba, l'Alberta, la Colombie-Britannique, où l'économie tourne beaucoup plus qu'au Québec. Donc c'est toutes des informations qu'il faut garder en tête. Moi, c'est surtout de ça que je vous parle. Je ne vous parlerai pas des populations et autres, mais par rapport à l'immigration, il y a d'autres régions à considérer à cause que l'économie roule beaucoup mieux chez eux et que souvent, juste le fait de parler français vous donne un avantage parce que dans à peu près tout le Canada, tous les paliers gouvernementaux, le fédéral, les provinces, les villes, etc., doivent donner les services dans les deux langues. Et souvent, ils ne trouvent pas de francophones pour donner le service dans les deux langues. Donc souvent, juste le fait de parler français vous donne un avantage pour l'embauche parce que l'employeur, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui parle français avant tout. Et ça, donc, ça ouvre souvent des portes. Et les employeurs, souvent, je vois des clients qui arrivent dans certaines régions, l'employeur, il sait que son employé va parler l'anglais parce qu'il est en situation d'immersion. Donc il le prend pour son français, et même si son anglais n'est pas parfait, avec les cours que donne le gouvernement et le bassin qui est anglophone, ils savent très bien que la personne va parler l'anglais en quelques mois. Donc c'est des choses qu'il faut considérer. Nous, on s'attache à votre réussite, c'est très important pour nous. Donc il faut garder ça en mémoire et obtenir l'information au fur et à mesure que votre procédure avance. Vous avez aussi, pour ceux qui sont un peu plus dans l'économie, les niveaux de taxation sont très différents d'une province à l'autre. Par exemple, en Alberta, c'est une province où la TVA n'existe pas, pour vous donner une idée. Et les taux d'imposition sont très bas. En Ontario aussi, le taux d'imposition maximal, il est à 11% pour les gens qui gagnent plus de 250 000 $ par année. 11%, c'est très bas. Bon, c'est combiné au taux fédéral, mais la province ne prend que 11%. Quand vous entendez par exemple des taux d'imposition en France de 40, 48%, 75%, c'est des choses qui n'existent pas dans des provinces comme ça. D'accord ? Donc les taxations en général sont plus faibles. Et l'Alberta par exemple, ou la Saskatchewan ont énormément de ressources naturelles et ça fait en sorte que les budgets de l'État sont aussi alimentés par les ressources naturelles. Donc ils ont plus de moyens, ou plus de moyens pour les services à la population, ou bien ils font la décision de taxer moins. D'accord ? L'Alberta, jusqu'à il y a quelques années, donnait des chèques chaque année à ses habitants. Là, depuis les 2 dernières années, c'est moins le cas, mais avant, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ils donnaient un chèque par année à chaque habitant de l'Alberta, parce qu'ils avaient des surplus liés aux ressources naturelles, notamment le pétrole. L'Alberta, c'est une petite province qui a à peu près 5 millions d'habitants maintenant, 4 millions et quelques, et qui a des réserves de pétrole qui sont considérées, selon les statistiques, comme une 3e ou 4e plus importante au monde. Après l'Arabie Saoudite, le Venezuela normalement. Voilà, donc il faut bien faire les recherches parce que la réussite dépend beaucoup de la région où vous vous installez et aussi le style de vie. Il y a des gens qui sont moins intéressés, par exemple, comme une mégapole comme Montréal, qui compte maintenant près de 3,5 millions d'habitants quand on prend la banlieue. Et il y a des personnes qui préfèrent aller dans des villes moins importantes, notamment les personnes qui ont des familles, qui préfèrent avoir les enfants dans des environnements un peu plus contrôlés. Parce qu'évidemment, plus la ville est grosse, plus il y a un taux de criminalité, etc. Sur le Canada, que je peux vous donner maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a un gouvernement conservateur. C'est un gouvernement qui a été élu de façon minoritaire à 2 reprises et que maintenant, il est majoritaire. Le Premier ministre, c'est Stephen Harper. C'est un gouvernement conservateur. Au Canada, les conservateurs, c'est la droite. C'est-à-dire que leur politique, c'est que l'État doit se mêler du moins de choses possibles. D'accord ? C'est des gens qui ont des positions très carrées. Je ne ferai pas le parallèle exact avec les républicains des États-Unis, mais c'est à peu près le même style. Ils veulent imposer le moins possible, ils veulent s'occuper de moins de choses possibles, ils veulent que l'État se retire pour que les gens puissent, disons, évoluer dans un cadre de liberté, que ce soit économique ou autre. Maintenant, le Canada a aussi des valeurs comme le système de santé pour tout le monde, comme l'éducation accessible et tout ça, qui sont des fondements de la société canadienne et que même des gouvernements dits de droite ne viendront pas changer. Mais au niveau gestion,
c'est une gestion efficace. On n'a pas un gouvernement actuellement qui est, vous n'entendez pas beaucoup parler du gouvernement du Canada. Ils sont très efficaces, ce sont des gestionnaires. Bon, la mise en garde, le point 5, bon, Accès Canada Sénégal, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est 11 ans d'existence, 11 ans à la même adresse. On a eu quand même des milliers de clients du Sénégal qui sont maintenant établis au Canada. Donc avec nous, l'immigration, ça marche. Si on vous fait une évaluation et que cette évaluation est favorable, vous pouvez vous engager dans le processus avec confiance. C'est ce qu'on fait tous les jours depuis maintenant presque 2 décennies. Donc c'est notre travail de faire l'immigration et que ça aboutisse par un visa. Il n'y a pas d'intervention particulière auprès des gens du gouvernement ou autre. Il y a des critères précis. Vous rentrez dans les critères, on vous amène au visa. Vous ne rentrez pas dans les critères, on vous le dit tout de suite parce que ça ne sert à rien que vous perdiez votre temps et votre argent et que nous aussi nous perdons de l'énergie et de la réputation si on engage quelqu'un pour un processus qui n'aboutit pas. Voilà, donc à ce niveau-là, vous êtes entre de bonnes mains pour ce qui est du processus d'immigration. La mise en garde est un peu reliée à ça aussi, c'est le point 5. C'est que malheureusement, en termes d'immigration, il y a énormément de... Par exemple, on voit beaucoup de gens actuellement, des escrocs qui utilisent notre nom dans des spams, dans des publicités, souvent sur Internet et tout ça. Il faut être très prudent en matière d'immigration. Il ne faut jamais envoyer de l'argent à des personnes que vous ne connaissez pas. Il ne faut jamais aussi, quand vous avez une offre qui n'a pas l'air plausible, avec des choses comme dernièrement, la dernière qui est arrivée, ça fait 2 jours, avec 750 visas gratuits au nom d'Accès Canada. Donc, quand vous voyez que ça n'a pas de sens, évidemment, faites circuler cette information autour de vous parce qu'on a régulièrement des gens qui viennent à nos bureaux en nous disant j'ai envoyé 200 € à telle personne et tout ça. Évidemment, nous, on ne peut rien faire, mais le problème, c'est que comme on est un peu devenu une norme en matière d'immigration, il y a des gens qui utilisent notre nom pour faire des fraudes. Donc, il faut être prudent là-dessus et faire circuler l'information. Alors maintenant, on passe au point 6. Je pense que c'est le point qui vous intéresse le plus. Alors, l'immigration pour le Canada, c'est un processus qui peut avoir 2 voies possibles. La première voie, c'est l'immigration pour le Québec, parce qu'on va d'abord traiter le Québec, puisque la majorité des francophones sont attirés par le Québec. Et c'est aussi la loi qui vous favorise le plus, d'accord? Et après, on parlera du Canada. Toutefois, à travers ces 2 juridictions, il faut savoir que la notion de personne à charge, c'est la même pour les 2 juridictions. C'est une réalité maintenant pour le Québec et pour le Canada. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne à charge? C'est une personne liée par le sang, ou bien par les liens, on ne peut plus dire les liens du mariage, mais on parle de conjoints de fait. Au minimum, conjoints de fait, donc c'est des personnes qui vivent ensemble depuis 1 an, minimum, même si elles ne sont pas mariées. Et évidemment, les personnes mariées, c'est accepté aussi. Et ça peut être aussi 2 personnes du même sexe, à titre d'information. L'autre chose que je peux vous dire, les enfants, évidemment, font partie des personnes à charge. Donc, quand une personne part, il y a toujours, on va dire dans une famille, évidemment, ce n'est pas le cas pour les célibataires, mais quand une personne part, elle va partir avec son conjoint, si elle en a un, et avec ses enfants. D'accord? Tout ce qui n'est pas dans ce que je viens de nommer, comme par exemple les parents, les frères, les cousins et tout ça, ça ne fait pas partie des personnes à charge. Il y a moyen éventuellement de faire venir des parents par la suite. Il y a des règles qui existent pour ça, mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la demande principale. D'accord? Ce qu'il faut noter aussi, c'est que, comme vous verrez un peu plus loin, il y a des vérifications de santé et des vérifications de sécurité qui sont faites. Et ces vérifications sont faites pour toute la famille. Bon, c'est sûr qu'un enfant ne peut pas avoir un problème de sécurité, de casier judiciaire, mais si par exemple vous avez un enfant qui est malade de façon inadmissible pour le Canada, c'est tout le dossier qui tombe. D'accord? Donc tout est lié. Une fois qu'il y a une procédure pour une famille, tout est lié. Le destin de chacun devient lié jusqu'à l'arrivée où là, chacun obtient un visa séparément, une fois sur le sol canadien, chacun a une carte de résidence indépendante. Là, le sort n'est plus lié de la même façon. Donc c'est ça pour la notion de personne à charge. Vous verrez aussi que ceux qui ont des frères et des sœurs au Canada, ça permet de recevoir quelques points. Mais un frère ne peut jamais faire partie d'une demande d'immigration, sauf dans de rares cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres familles et s'il est mineur, etc. D'accord? Mais ça, c'est des cas d'exception. Mais la règle, c'est ça, c'est le conjoint et les enfants.
Alors le processus de sélection pour le Québec, j'ai inséré le premier point qui est relié au récent développement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements récents en matière d'immigration. Par exemple, depuis le 1er avril 2012, le gouvernement du Québec n'accepte plus autant de dossiers qu'avant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les quotas, les objectifs de sélection n'ont pas changé, mais le gouvernement a reçu tellement de demandes avec les printemps arabes et certaines situations géopolitiques à travers le monde, qu'il a été obligé de suspendre le volume de dossiers qui lui sont envoyés chaque mois. Alors actuellement, les dossiers qui peuvent être déposés, c'est ceux qui correspondent à une liste de professions jusqu'au 1er avril 2013. D'accord? Donc ça réduit à peu près de 75% le nombre de personnes qui pouvaient déposer. Mais l'ouverture va se refaire parce qu'on voit les inventaires baissent. Le gouvernement a décidé comme de prendre une année de break au niveau de tout ce qui était reçu. Et ça s'est traduit par ça. Donc les critères d'immigration fondamentalement n'ont pas changé, mais les dépôts de certains dossiers sont repoussés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que probablement pour 2013, il va y avoir un nombre de dossiers acceptés pour dépôt qui va être plafonné. Donc on s'attend à ce que ce plafond soit atteint rapidement. Les personnes qui veulent se préparer maintenant, pour le 1er avril 2013, elles ont le temps. Mais par exemple, quelqu'un qui décide de faire sa procédure au mois de mai, de la débuter, il verra que son dossier ne sera probablement pas complet avant que la fenêtre de dépôt se ferme. Donc il faut être bien prudent là-dessus. Donc le gouvernement a fait ça pour une période d'1 an. Durant cette période d'1 an, il a aussi instauré, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, des tests de langue. Donc il y a à peu près 1 an, les tests de langue ont été rendus obligatoires pour le français et, si nécessaire, pour l'anglais. Le but de ça, c'est que, et ce n'est pas quelque chose qui est applicable seulement aux dossiers qui sont déposés maintenant, ou dans les derniers 12 mois, mais c'est applicable aussi aux dossiers qui étaient en attente de traitement. Le gouvernement, par cette façon de travailler, fait en sorte qu'il y a beaucoup de dossiers. Par exemple, le gouvernement, l'année dernière, en 2011, il a reçu plus de 60 000 demandes d'immigration. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'envoyer des demandes à toutes ces personnes qui sont en attente pour qu'elles fassent les tests de langue. Parce qu'en réalité, nous on le voit avec nos clients, par exemple, de notre bureau de Roumanie, les gens souvent déclarent un niveau de français, mais quand ils font le test, lorsque ce n'est pas des vrais francophones, lorsqu'ils font le test de français, les résultats ne sont pas conformes aux déclarations. Parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas francophone de réussir le test au niveau de couramment, selon la grille d'immigration. D'accord? Alors le gouvernement a envoyé ça à tout le monde parce qu'il y a des milliers de dossiers qui sont déposés de Chine, d'Iran, d'Égypte, de Syrie, du Maghreb, etc. Et ces pays-là, bien que plusieurs d'entre eux ont quand même des souches francophones au niveau de l'histoire, ces pays-là sont, par exemple, si on prend le cas de l'Algérie, c'est des pays qui se sont arabisés. Quand vous prenez maintenant un Algérien de 30 ans, c'est très rare de trouver un Français à un niveau couramment. Alors ces gens-là ont congestionné le système par les dépôts de dossiers, mais en réalité, peu d'entre eux vont aboutir. Donc, durant la dernière année, le gouvernement a envoyé des demandes à tous ces gens pour faire les tests. Les résultats sont en train d'arriver. Il y a beaucoup de dossiers qui se trouvent exclus à cause des résultats des tests de langue. D'accord? Les francophones, à travers ça, se retrouvent avantagés quand même. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose pour des pays comme le Sénégal, mais c'est sûr que des pays comme l'Algérie, comme la Roumanie, comme la Chine, comme le Pakistan, l'Iran et tout ça, même si des fois il y a des gens qui se débrouillent un peu en français et qui déclarent couramment en espérant avoir une amélioration le jour de l'entrevue, eh ben ces gens-là se retrouvent devant le devoir de faire les tests de langue dans les 90 prochains jours et souvent les résultats ne sont pas conformes à ce qu'ils ont déclaré, les dossiers tombent. Pour donner une anecdote, l'année dernière, le Canada avait aussi bouclé des dossiers d'investisseurs. Les investisseurs, c'est des gens qui doivent posséder plus d'1,6 million canadiens et qui vont prêter 800 000 $ au gouvernement pendant 5 ans. Donc c'est des cas d'exception, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Et la catégorie était saturée. Le gouvernement a décidé d'ouvrir un volume supplémentaire pour 1500 dossiers. Et bien, les 1500 dossiers d'investisseurs ont été comblés en une demi-journée. Incroyable, mais et c'est seulement les avocats ou les consultants qui se sont déplacés en personne pour déposer, les clients, qui ont pu avoir leur dossier déposé, parce que ceux qui avaient utilisé les messageries en espérant que ça arrive le lendemain, c'était déjà trop tard.
Alors, les catégories de candidats, pour l'immigration au Québec, vous avez des catégories qui sont appelées des catégories d'affaires. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les investisseurs. Vous avez aussi les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est les personnes qui arrivent sur le territoire pour faire une entreprise sur place avec au moins 3 employés à mi-temps, autres que les personnes de sa famille. Donc il faut que ce soit des gens qui investissent qui possèdent l'équivalent de 300 000 $ et qui vont investir une somme suffisante pour le projet qu'ils veulent réaliser. D'accord? Donc c'est des cas un peu d'exception, mais actuellement le quota pour les investisseurs et pour les entrepreneurs au niveau du Québec est déjà atteint. Il n'est plus possible de déposer un dossier dans cette catégorie-là jusqu'à l'année prochaine. Alors, la troisième catégorie d'affaires, c'est ce qu'on appelle un travailleur autonome. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur autonome? C'est par exemple un coiffeur qui va vivre de son diplôme. Donc il arrive, il va faire un petit salon, il va pouvoir vivre de son diplôme. Ça peut être le cas aussi d'un comptable qui a un diplôme en comptabilité et qui va décider de faire qui va donner ses services à des sociétés pour faire des rapports d'impôts, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un travailleur autonome. C'est une possibilité qui existe pour le Québec. C'est une immigration qui se fait, qui nécessite